Après 5 longues et pénibles années au Japon à travailler comme soudeur industriel au milieu de chantiers bruyants et glacials, moi, Paul Rowe, je rentrais enfin à la maison. L'avion a atterri à l'aéroport international de Los Angeles, et je me suis précipité dehors, j'ai hélé un taxi et je me suis dirigé directement vers la petite maison en périphérie de la ville que j'avais achetée pour ma mère avant de partir. Mon cœur battait la chamade d'excitation, comme un petit enfant attendant son cadeau d'anniversaire. Ma mère, Mathilda Rowe, est la femme que j'aime le plus au monde. Elle m'a élevé, moi et mon jeune frère, Colin, toute seule après que notre père est mort prématurément dans un accident de travail. Je me souviens encore de ces soirées où elle s'asseyait près de la cheminée pour nous raconter des contes de fées afin de nous endormir, même si elle était épuisée après son service à l'usine textile. Au cours des 5 dernières années, j'ai envoyé de l'argent à la maison régulièrement et je l'ai appelée en vidéo chaque semaine. Mais rien ne se compare à la serrer fort dans mes bras et à sentir à nouveau cette chaleur familière. Le taxi s'est arrêté devant le portail en fer familier. J'ai payé à la hâte, attrapé ma valise et je suis sorti. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la rangée d'arbres le long de la rue, projetant la petite maison en un relief saisissant. Mais à cet instant, je me suis figé. La maison avait l'air différente. La vieille serrure à loquet, je m'en souvenais, du genre simple que maman utilisait toujours parce qu'elle avait peur de perdre les clés, avait été remplacée par une serrure électronique sophistiquée avec un clavier numérique et des lumières LED clignotantes. Tout autour du portail et des murs se trouvaient des caméras de surveillance, au moins 4, balayant d'avant en arrière comme des yeux de hibou. Ma mère, Mathilda, 58 ans, douce et complètement désemparée face à la technologie. Elle avait même peur du smartphone que je lui avais acheté, disant toujours « Fils, c'est trop compliqué. Je vais m'en tenir à l'ancien. » Comment aurait-elle pu décider d'installer tout cela elle-même? Peut-être avait-elle engagé quelqu'un pour des raisons de sécurité. J'ai essayé de me calmer, mais un sentiment étrange a commencé à m'envahir. Quelque chose n'allait pas. J'ai pris une profonde inspiration, mis ma valise de côté et appuyé sur la sonnette. Le carillon familier de mon enfance a retenti clairement. J'ai attendu, souriant en imaginant maman se précipiter vers la porte, les yeux brillants de larmes, criant « Paul, mon garçon est à la maison. » Mais rien ne s'est passé. J'ai appuyé de nouveau, en maintenant plus longtemps cette fois, toujours le silence. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Peut-être qu'elle faisait la sieste ou qu'elle était au marché. Non, je lui avais dit que je venais. J'ai sonné une 3e fois, puis une 4e, et j'ai finalement commencé à appeler à voix haute à travers le portail « Maman, c'est Paul. Ton fils est de retour. » Toujours pas un son. La maison était anormalement silencieuse, comme si personne n'était là. Où est-ce que maman était malade? Cette pensée m'a glacé le sang. J'ai regardé autour de moi. Le voisin d'un accent grave côté arrosait les plantes, mais n'a pas levé les yeux. J'ai pensé à leur demander, mais j'ai décidé d'attendre un peu plus longtemps. Une fois que j'aurais vu maman, tout prendrait son sens. Finalement, après la 5e sonnerie, j'ai entendu un déclic de l'intérieur. La porte s'est ouverte, et je suis resté là, stupéfait. Ce n'était pas maman. C'était Colin, mon jeune frère de 28 ans. Le frère dont je me souvenais comme d'un fainéant sans emploi qui vivait de manière imprudente, buvait trop et jouait. Colin se tenait là dans un vieux t-shirt miteux, les cheveux en désordre, les yeux légèrement rouges comme s'il venait de se réveiller. Quand il m'a vu, il a visiblement tressailli pendant une fraction de seconde. Je l'ai clairement vu, comme s'il était véritablement choqué. Puis, instantanément, il a arboré un immense sourire presque forcé, les dents apparentes, mais le sourire n'atteignant pas ses yeux. « Frère Paul, oh mon Dieu, tu es de retour. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais ?» Sa voix était un peu trop aiguë, rien à voir avec son habituel ton traînant et paresseux. Avant que je puisse répondre, Colin s'est précipité en avant et m'a jeté les bras autour du cou dans une étreinte serrée, me tapant fort dans le dos, agissant de manière excessivement joyeuse. J'ai été surpris. Mon frère n'avait jamais été aussi affectueux. Quand nous étions plus jeunes, nous nous battions tout le temps parce qu'il était paresseux et que je finissais par faire toutes les corvées. La dernière fois que je l'ai vu avant de partir pour le Japon, nous nous étions disputés parce qu'il avait emprunté de l'argent et ne l'avait jamais remboursé. Maintenant, cette étreinte, elle a fait naître une légère lassitude en moi. Quelque chose clochait. Je lui ai tapoté l'épaule et l'ai doucement repoussé. « Ouais, je suis de retour, mais pourquoi es-tu ici? Où est maman ?» Colin a ri bruyamment et m'a tiré à l'intérieur.
Entre. Entre. On va parler à l'intérieur. Carla, chérie, Paul est à la maison. Il m'a fait entrer comme s'il était le propriétaire des lieux. J'ai franchi le portail, traînant ma valise, et j'ai immédiatement remarqué que tout l'intérieur avait été transformé. Le salon familier avec le vieux canapé où maman avait l'habitude de s'asseoir pour tricoter était maintenant meublé de canapés en cuir brillant, d'une immense télévision à écran plat fixée au mur, et d'étagères neuves remplies de décorations à la mode, petites statues, vases modernes. Toute l'atmosphère semblait appartenir à un jeune couple, pas à une gentille vieille dame comme ma mère. J'ai froncé les sourcils et j'ai regardé autour de moi. La maison a beaucoup changé, hein? C'est toi qui as fait tout ça. Juste à ce moment-là, Carla, la femme de Colin âgée de 27 ans, est sortie de la chambre. Elle portait une robe courte, les cheveux attachés haut, affichant un sourire éclatant mais étrangement artificiel, comme si elle jouait un rôle. Paul, salut. Ça fait une éternité. Colin parle de toi tout le temps. Sa voix était douce, mais je pouvais sentir la tension. Carla et Colin s'étaient mariés 2 ans avant mon départ, et je me souvenais d'elle comme du genre exigeant qui poussait constamment Colin à gagner plus d'argent alors qu'elle-même ne faisait rien d'autre que du shopping. Maintenant, en la regardant se tenir là, un verre d'eau à la main, les yeux jetant un regard rapide vers la cuisine, tout me semblait encore plus étrange. Je me suis assis sur le canapé, essayant de rester calme. Où est maman? Je n'arrête pas d'appeler et elle n'est jamais sortie. Colin s'est assis à côté de moi, me tapant sur la cuisse. Oh, maman est dans la cuisine. Elle va très bien. Ne t'inquiète pas, mais il a hésité une fraction de seconde et sa voix a légèrement baissé. J'ai haussé un sourcil. Dans la cuisine? On a parlé si fort. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas entendu? Elle avait l'habitude de se précipiter tout de suite. Colin a eu un rire gêné. Elle est un peu fatiguée, elle est en train de faire quelque chose. Je vais l'appeler. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, j'ai demandé directement, pourquoi est-ce que toi et Carla vivez ici? C'est la maison de maman, la maison que je lui ai achetée avant de partir. Vous n'avez pas votre propre appartement? Colin a répondu sans hésiter, comme s'il l'avait répété. Eh bien, environ 1 an après ton départ à l'étranger, maman a commencé à faiblir. Elle est devenue oublieuse, parfois prise de vertige. J'ai pensé qu'il était dangereux pour elle de vivre seule, alors j'ai suggéré que ma femme et moi emménagions pour prendre soin d'elle. Maman a tout de suite accepté. Elle a dit que c'est plus agréable d'avoir la famille autour, moins seule. J'ai été un peu surpris. Depuis quand maman était-elle faible? Pourquoi n'avait-elle rien mentionné de tout ça lors de nos appels vidéo? Mais je n'ai pas trop soupçonné car je savais que maman aimait ses enfants et petits-enfants, surtout Colin, même s'il était un vaurien. Elle avait vécu seule pendant 5 ans. Il était logique qu'elle ait accepté de laisser Colin emménager pour apaiser la solitude et avoir quelqu'un à qui parler et avec qui cuisiner. J'ai hoché la tête. Oh, je vois. C'est bien. Je suis content que tu aies pensé à maman. Mais au fond de moi, un petit doute a vacillé. Pourquoi ne m'en avait-elle jamais parlé? J'ai jeté un coup d'œil à Carla et je l'ai surprise en train de lancer un regard rapide et indéchiffrable vers la cuisine, un mélange d'inquiétude et de prudence, avant de sourire à nouveau immédiatement, cachant quoi que ce soit. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine, comme une main invisible se resserrant autour de ma gorge. Mon cœur s'est emballé, une sueur froide perlant dans mon dos. Quelque chose n'allait vraiment pas ici. La maison changeait, les nouvelles serrures, les caméras partout, Colin et Carla vivant ici, et maman ne sortant pas pour accueillir son fils après 5 ans d'absence. Je me suis levé. Laisse tomber. Je vais aller la voir moi-même dans la cuisine. Colin s'est levé d'un bond, lui aussi. Ouais, laisse-moi Y emmener, mais je n'ai pas attendu. Je me suis dirigé directement vers la cuisine. Chaque pas semblait lourd. L'air dans la maison est soudainement devenu oppressant, tendu comme dans un film d'horreur. Je pouvais entendre le faible cliquetis de la vaisselle depuis la cuisine. Mais pourquoi maman n'appelait-elle pas? Le mauvais pressentiment s'est intensifié, et j'ai poussé la porte de la cuisine avec force, prêt à affronter ce qui m'attendait de l'autre côté. Et puis je me suis figé sur le seuil, mon cœur s'arrêtant presque. Là, devant moi, se trouvait ma mère, Mathilda. Mais pas la mère dont je me souvenais. Elle portait une vieille tenue de bonne froissée, le tablier délavé qu'elle ne mettait que pour récurer la maison des années auparavant.
Elle était penchée sur l'évier de la cuisine, l'air épuisé, visiblement décharné et frêle. Ses mains tremblaient comme si elle n'avait plus de force. Ses doigts rugueux et calleux qui avaient travaillé dur toute sa vie tremblaient maintenant violemment en serrant une éponge. L'eau gouttait du robinet sur le sol mouillé. L'air lourd de la cuisine était épais, imprégné de l'odeur de détergent mêlée à celle des restes de nourriture. Mais ce qui m'a vraiment paralysé, c'est de la voir ainsi. La femme forte qui avait élevé seule mon frère et moi, maintenant réduite à une ombre, faible et complètement épuisée. Pourquoi faisait-elle le ménage dans cet état? Ma gorge s'est nouée, les larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai refoulées. Je l'ai appelée, ma voix étranglée comme si quelqu'un m'étouffait. Elle a tourné lentement la tête et m'a regardé avec des yeux ternes et vides, comme si elle luttait pour reconnaître un visage lointain d'un souvenir brumeux. Ses cheveux étaient devenus beaucoup plus gris, emmêlés et négligés. Son visage était si creusé que je la reconnaissais à peine. De profondes rides sillonnaient sa peau, ses joues étaient creuses, ses yeux troubles derrière un voile de brume. Elle était autrefois radieuse, toujours rayonnante quand je rentrais à la maison. Mais maintenant, elle semblait avoir vieilli de 10 ans pendant les 5 années de mon absence. La douleur m'a transpercé la poitrine comme un couteau aiguisé. Comment maman en était-elle arrivée là? J'avais envoyé de l'argent fidèlement chaque mois, croyant qu'elle vivait confortablement. Pourtant, la réalité devant moi me laissait sous le choc. Elle m'a fixé longtemps, clignant des yeux comme pour essayer de faire le point. Puis une faible étincelle de reconnaissance a vacillé dans ses yeux. Elle a balbutié. « Paul, mon fils, tu es de retour. » Sa voix tremblait, se brisant entre les mots, ses pieds ont légèrement traîné comme si elle voulait s'approcher. Elle a laissé tomber l'éponge de ses mains, l'eau s'égouttant sur le sol. À ce moment-là, l'espoir a jailli en moi. Je voulais me précipiter pour la serrer dans mes bras. Mais instantanément, Colin a coupé court par derrière, sa voix rapide et forte. « Maman, va te reposer. Tu ne te sens pas bien. Tu ne devrais pas travailler si dur ou tu vas t'épuiser. » Il s'est précipité dans la cuisine, se plaçant entre elle et moi, une main sur son épaule comme pour la retenir, son visage plein d'inquiétude. Pourtant, j'ai clairement vu la tension qui s'y lisait. Je me suis tourné vers Colin, attendant une explication sur cette histoire de ne pas bien se sentir. Pourquoi personne ne m'en avait parlé? Mais en une fraction de seconde, je l'ai vu tressaillir, ses épaules se tendant avant qu'il ne se force à se détendre et à esquisser un sourire gêné. « Paul. Maman se fatigue très facilement. Laisse-moi l'aider. » J'ai froncé les sourcils. Le malaise en moi grandissait. Pourquoi réagissait-il si vite, comme s'il avait répété ce scénario exact? Colin a parlé à la hâte, sa voix montant légèrement sous la tension. Dernièrement, maman est très oublieuse. Parfois elle se souvient des choses, parfois non. Et elle devient facilement émotive. Elle pleure quand elle voit des gens qu'elle connaît. Allez, emmenons-la dans le salon et parlons-y. Rester debout trop longtemps la fatiguera. Carla est apparue à l'embrasure de la porte, son ton doux, mais ses yeux brillants de calcul. Il a raison, Paul. Je vais lui chercher de l'eau pour qu'elle se sente mieux. Leur réaction était trop rapide, trop parfaitement synchronisée, comme s'ils avaient répété cela, préparé des réponses à toutes les questions possibles. Le sentiment étrange en moi a gonflé comme un ballon sur le point d'éclater. Que cachait-il? Pourquoi maman avait-elle l'air si épuisée? Et pourquoi l'avait-il laissé faire la vaisselle seule? Je n'ai pas attendu plus longtemps. Je me suis avancé et j'ai enveloppé ma mère dans une étreinte serrée. Elle tremblait dans mes bras, son corps froid et fragile, complètement différent de l'étreinte chaleureuse et forte dont je me souvenais des jours où elle me réconfortait après des disputes avec Colin ou préparait le dîner pour nous malgré sa propre fatigue. Maintenant, elle était si maigre que je pouvais sentir chaque os. Sa peau était glaciale, comme si elle n'avait pas eu chaud depuis très longtemps. Un chagrin immense m'a submergé. Je n'ai plus pu retenir mes larmes. « Maman, je suis à la maison. Je suis tellement désolé de t'avoir laissé seule si longtemps. » Elle a chuchoté quelque chose d'incohérent, posant sa tête sur mon épaule. Mais elle ne m'a pas serré en retour, comme si elle avait peur de quelque chose. Je l'ai doucement conduite au salon, soutenant ses pas avec précaution car elle marchait de manière instable, les jambes tremblantes. Dès que nous nous sommes assis sur le canapé, la première chose que j'ai demandé a été « Pourquoi laissez-vous maman faire le ménage dans cet état? Elle est si faible. Elle a besoin de se reposer. » Carla est intervenue rapidement, sa voix dégoulinant d'une sincérité forcée.
Oh, Paul, elle insiste pour le faire. Elle dit qu'elle veut rester occupée, que rester inactive la rend agitée. Colin et moi avons essayé de l'arrêter, mais elle n'écoute pas. Colin a hoché la tête vigoureusement. Exactement, frérot. Maman est têtue comme une mule. On lui dit et on lui redit, mais elle n'écoute jamais. Pourtant, leurs excuses sonnaient complètement faux. Comment maman pouvait-elle insister pour faire la vaisselle avec des mains qui tremblaient comme ça? Et pourquoi ne l'aidait-il pas? Je me suis tourné vers maman, essayant de parler doucement. Maman, c'est Paul. Regarde-moi bien. Est-ce que ça va? Comment as-tu vécu? S'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-le-moi. Ne me le cache pas, Mathilda m'a regardé, luttant pour former des mots, ses phrases cassées et hésitantes. Mon fils, tu m'as manqué, mais mon esprit a été si confus ces derniers temps. Sa mémoire était clairement embrouillée, sa voix petite et tremblante, comme si elle était terrifiée de dire la mauvaise chose. Chaque fois qu'elle hésitait ou semblait sur le point de dire quelque chose, Colin ou Carla l'interrompaient immédiatement, répondant à sa place, parlant par-dessus elle. Maman dit qu'elle va bien, juste qu'elle est oublieuse. Ou Carla, tu lui as tellement manqué, mais elle est fatiguée maintenant. Maman s'est tue aussitôt, se recroquevillant de peur, les épaules rentrées, les yeux baissés comme un oiseau effrayé. C'est à ce moment-là que tout est devenu limpide. Mathilda n'arrêtait pas de jeter des regards anxieux hélas à Colin et Carla, le regard de quelqu'un habitué depuis longtemps à être contrôlé et trop effrayé pour parler sans permission. Elle se blottissait sur le canapé, agrippant le bas de son tablier comme si elle avait peur d'être réprimandée pour avoir dit la mauvaise chose. Mon cœur s'est serré d'un mélange de douleur et de rage. Que diable se passait-il ici? Pourquoi ma mère était-elle terrifiée par son propre fils et sa belle-fille? Je voulais lui demander directement, « Maman, dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Mais avec Colin et Carla assis là de chaque côté, surveillant chacun de ses mouvements, je savais qu'elle n'oserait pas dire la vérité. Elle resterait silencieuse ou répéterait le script qu'il lui avait donné. J'ai ravalé mes mots, m'étouffant avec, tandis que mon esprit tournait avec 1000 questions. J'avais prévu de rester la nuit, de cuisiner pour elle, de la tenir dans mes bras pendant qu'elle dormait comme quand j'étais petit. Mais la tension et la façon dont Colin essayait de tout contrôler ont clairement montré que rester maintenant ne me mènerait nulle part. Il surveillerait chaque seconde. Je n'aurais jamais un moment seul avec elle. D'accord, je vais rester ce soir, maman, ai-je essayé. Colin a immédiatement coupé court. La maison est à l'étroit, frérot. Dormir sur le canapé ne serait pas confortable. Reste juste à l'hôtel et repose-toi bien. Reviens demain. Carla a hoché la tête. Oui, elle est vraiment faible ces jours-ci. Laisse-la dormir tôt pour qu'elle se sente mieux. Leur intention était évidente. Ils voulaient que je parte pour pouvoir continuer à la contrôler. Finalement, je me suis levé, j'ai embrassé maman sur le front et j'ai dit, je vais rendre visite à de vieux amis un petit moment. Prends soin de toi, d'accord? C'était un mensonge. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Colin a immédiatement demandé, la voix empreinte d'inquiétude, combien de jours seras-tu parti? Et reviendras-tu ici après? J'ai vu clair dans son jeu. Il voulait que je m'éloigne le plus longtemps possible, alors j'ai répondu vaguement. Après avoir vu mes amis, je devrais peut-être rentrer directement au Japon. Je n'ai eu qu'un court congé. Le travail est fou. Colin s'est visiblement détendu, ses épaules s'affaissant, un véritable sourire se dessinant sur son visage. Cool. Amuse-toi bien alors. Cette réaction spontanée m'a glacé le sang. Pourquoi était-il si soulagé? Comme si mon départ signifiait qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Cela confirmait sans l'ombre d'un doute que dans cette maison, quelque chose d'horrible était caché. Je suis sorti du portail, le cœur lourd comme s'il traînait des pierres derrière lui. La lumière du soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les arbres, mais elle ne pouvait pas chasser l'angoisse rongeante qui me dévorait de l'intérieur. À travers la fenêtre, maman m'a regardé partir, les yeux brillants de larmes. Pourtant, elle n'a pas osé faire un signe de la main, comme si elle était terrifiée d'être punie pour cela. Cette vision m'a poignardé le cœur. Pourquoi avait-elle si peur? J'ai hélé un taxi, me suis affalé sur la banquette arrière et j'ai dit au chauffeur d'une voix rauque, allez directement en périphérie, vers l'aéroport. Mais à mi-chemin, en passant par des rues familières bordées de cafés et d'enfants qui jouent, j'ai soudainement changé d'avis. Faites demi-tour, monsieur. Trouvez un hôtel près du vieux quartier à la place.
Le chauffeur m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et a haussé un sourcil. Qu'est-ce qui se passe, gamin? Tu as oublié quelque chose? J'ai secoué la tête, la voix basse. Non, je ne veux juste pas m'éloigner pour l'instant. La vérité, c'est qu'un terrible malaise me rongeait. Un sombre pressentiment me murmurait que si je partais vraiment maintenant, maman serait en réel danger. Je devais voir ce qui se passerait une fois qu'il penserait que j'étais parti. Une fois qu'il croirait que j'étais retourné au Japon, et qu'il pourrait agir librement sans craindre d'être découvert. Le taxi s'est arrêté devant un petit hôtel délabré en périphérie. Le genre d'endroit destiné aux travailleurs comme moi. Des chambres simples, des lits durs, mais à seulement quelques kilomètres de la maison de maman. J'ai payé, traîné ma valise à l'intérieur et j'ai pris la chambre la moins chère disponible. L'endroit était sombre et sentait le moisi, mais je m'en fichais. Je me suis effondré sur le lit, l'esprit en ébullition. 5 ans au Japon, à trimer en soudant de l'acier au milieu de la fumée, de la poussière et de machines assourdissantes, pensant qu'envoyer de l'argent à la maison chaque mois suffisait à assurer le confort de maman. Et maintenant, la maison remplie de choses neuves. Maman n'ayant que la peau sur les os. Colin et Carla contrôlant chacun de ses regards. Je me suis souvenu de nos récents appels vidéo. Elle les écourtait toujours en disant « Je vais bien, fils ». Mais ses yeux évitaient la caméra comme si quelqu'un la regardait. Maintenant, tout s'emboîtait, formant une image terrifiante. Je devais les surveiller. Je devais trouver des preuves. Mais comment Colin pouvait-il faire ça? Il était mon petit frère, le sang de mon sang. Quand nous étions enfants, nous jouions ensemble. Je lui ai appris à tirer dans un ballon de foot. Maman souriait et disait, vous vous aimez tous les deux. Protégez-vous toujours l'un l'autre. Et maintenant, il l'avait trahi pour de l'argent. Cette pensée m'a glacé les veines. Je suis resté éveillé toute la nuit, le bruit lointain de la circulation résonnant comme un avertissement. Pendant les jours suivants, j'ai observé de loin, agissant comme un détective amateur. Tôt chaque matin, je mettais une vieille veste et une casquette de baseball, je me tenais au coin de la rue à une distance de sécurité, caché derrière les arbres. J'ai vu Colin et Carla forcer Mathilda à prendre une sorte de pilule chaque jour. Chaque matin, il la faisait s'asseoir à la table de la salle à manger. Carla tenait un comprimé blanc et trouble, le poussait dans la bouche de maman, et maman l'avalait avec des mains tremblantes, les yeux baissés, sans jamais résister. Je pensais que c'était des vitamines. Elle était vraiment faible. Peut-être qu'elle en avait besoin, alors je n'y ai pas prêté attention au début. Mais pourquoi devenait-elle de plus en plus hébétée? Je me souvenais de sa force d'antan, marchant jusqu'au marché, riant. Maman a encore beaucoup de force. Ne t'inquiète pas pour moi. Maintenant, elle se traînait dans la maison comme un fantôme, faisant les corvées de l'aube au crépuscule. J'ai observé pendant 3 jours d'affilée, le cœur battant à chaque fois qu'il verrouillait les portes et que les caméras balayaient la cour comme s'ils la gardaient prisonnière. Pendant la journée, Colin sortait, soi-disant à la recherche d'un emploi, comme il le prétendait. Mais je l'ai vu traîner au bar voisin, riant avec ses copains. Carla restait à la maison, le visage toujours crispé de colère, criant et hurlant sur maman pour avoir fait tomber une assiette en faisant la vaisselle. Je voulais foncer, mais je me suis retenu. J'avais besoin de preuves solides. Ces nuits à l'hôtel, je restais allongé, serrant mon téléphone, faisant défiler de vieilles photos de maman, les larmes coulant sur mon visage. Pourquoi n'étais-je pas rentré plus tôt? Le regret et l'angoisse tourbillonnaient en moi comme une bombe à retardement. Puis, un soir, tout a volé en éclats. Il faisait nuit noire dehors, une bruine froide tombait. Je me tenais dans l'ombre de l'autre côté de la rue, la pluie trempant mon manteau, mais je m'en fichais. À travers la fenêtre éclairée de la cuisine, j'ai regardé maman préparer frénétiquement le dîner, les mains tremblantes alors qu'elle portait un plateau de nourriture, semblant sur le point de s'effondrer. Elle a chancelé, a essayé de se stabiliser, puis s'est soudainement évanouie. Le plateau s'est écrasé au sol avec un fracas assourdissant qui a résonné dans la nuit calme. Mon cœur s'est serré comme si quelqu'un l'écrasait. J'ai failli courir à ce moment-là, mais à cet instant, Carla a fait irruption comme un animal sauvage, le visage cramoisi de rage. Elle a crié, « Vieille sorcière inutile. Tu gâches tout. Regarde ce désordre. Bonne à rien. » Elle a commencé à donner de violents coups de pied à maman, des coups de pied sans pitié, essayant de la ranimer. « Lève-toi. Arrête de faire semblant.
Tu penses que t'évanouir va me rendre plus indulgente? Elle se fichait que maman vienne de s'effondrer. Elle continuait de frapper le corps frêle, déchaînant toute sa fureur. Carla a hurlé les insultes les plus cruelles à travers la fenêtre ouverte. Te garder ici n'est qu'un gaspillage. Tu ne sais rien faire, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu encore en vie, juste à nous sucer le sang pour toujours? Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux. Je suis resté figé, le sang me montant à la tête. Tout ce que je voyais, c'était ma mère affalée sur le sol. Ma mère, la femme qui avait tout sacrifié pour ses enfants, était traitée comme un déchet par sa propre belle-fille. La douleur et la rage ont explosé en moi comme un feu de forêt. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai foncé vers la maison, le cœur battant, le souffle court de fureur. J'ai défoncé la porte arrière d'un coup de pied qui l'a fait voler en éclats et j'ai fait irruption dans la cuisine, le visage brûlant, la respiration haletante. Carla s'est retournée, m'a vu et est devenue blême comme si elle avait vu un fantôme. Elle a balbutié, « Paul, je ne voulais pas, pourquoi es-tu ici ?» Sa bouche ne pouvait pas former une phrase cohérente. Ses mains tremblaient en montrant maman sur le sol. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai balancé ma main ouverte et je l'ai giflé violemment au visage. Le claquement a résonné dans la cuisine. Elle a trébuché, a failli tomber, se tenant la joue, les yeux écarquillés de choc. Le sang rugissant dans mes oreilles, j'ai hurlé, ma voix déchirant l'air. Pour qui diable te prends-tu? C'est ma mère. Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu oses la frapper comme ça? Elle s'est évanouie et tu lui cries encore dessus? La cuisine s'est figée. Carla s'est appuyée contre le mur, le visage cendré et les lèvres tremblantes, ne pouvant que bredouiller de terreur. Je me suis juste énervé parce qu'elle a renversé. À ce moment-là, des pas frénétiques ont retenti. Colin est sorti en courant de la chambre et s'est arrêté net quand il m'a vu, dominant la cuisine. Mais frérot, Paul, pourquoi es-tu encore là? Sa voix s'est brisée de panique. Instinctivement, il a sauté devant sa femme, essayant de paraître dur. Calme-toi. Ne fais pas de scène. Les voisins vont t'entendre. Une main a tenté de me retenir, mais ses yeux s'agitaient sauvagement, la panique et le calcul bien visibles. Je l'ai pointé du doigt, la voix dure comme le fer. Tais-toi. Pourquoi laisses-tu maman travailler dans cet état? Elle est faible. Pourquoi ne l'aides-tu pas? Pourquoi laisses-tu ta femme lui crier dessus? Même la faire tomber? C'est ta mère aussi. Colin s'est défendu désespérément, la voix stridente. Tu as tout faux. Carla a été stressée par le travail ces derniers temps. Elle a juste craqué. Ce qui vient de se passer est un accident. Maman est tombée. Personne ne l'a poussée. Ce n'est pas grave. Il a forcé un sourire gêné et a essayé de passer un bras autour de moi, mais je l'ai repoussé et j'ai regardé dans les yeux le petit frère que j'avais autrefois aimé. Ma voix était calme. Si je n'avais pas été là, comment aurais-je vu ça? Et si j'étais vraiment parti, quelle pire chose auriez-vous pu lui faire? Pensiez-vous qu'une fois de retour au Japon, vous pourriez la torturer librement? Colin était sans voix, la bouche s'ouvrant et se fermant avec de piètres excuses. Ce n'est pas comme ça. Je prends soin d'elle. Pendant ce temps, Carla se cachait derrière lui, se détournant, essayant de masquer son mépris. Mais ses yeux brûlaient de haine envers Mathilda, comme si maman était son ennemi mortel. J'ai vu leur vrai visage clairement, non pas des enfants, mais des parasites. Je ne laisserai pas maman souffrir une seconde de plus. Je me suis précipité, je me suis penché et j'ai pris Mathilda dans mes bras. Son corps était mou, glacé, sa respiration si faible que mon cœur a failli s'arrêter. Je me suis tourné vers Colin, les yeux comme des lames. J'emmène maman d'ici tout de suite. Colin s'est jeté en panique pour bloquer la porte. Qu'est-ce que tu fais? Elle a besoin de repos. Pose-la. À cet instant, toute trace de retenue en moi s'est effondrée. Je lui ai donné un violent coup de pied dans la poitrine. Il a été projeté en arrière, s'est écrasé contre les placards, plié en deux de douleur. J'ai serré maman contre ma poitrine et je suis sorti, ignorant les gémissements d'agonie de Colin et le regard de pure terreur de Carla derrière moi. À ce moment-là, j'ai parfaitement compris. Ce n'était plus juste une dispute de famille. C'était la déclaration de guerre, le début du prix qu'ils allaient payer. Carla se tenait là, les yeux flamboyants de haine, mais n'osant pas se jeter sur moi, murmurant seulement entre ses dents.
Toi, tu le regretteras. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti dans la rue noire, la pluie tombant toujours, j'ai hélé un taxi, le cœur battant comme un tambour de guerre. Maman a bougé dans mes bras, les yeux mi-clos, la respiration superficielle, mais j'ai senti ses doigts s'agripper faiblement aux miens, s'accrochant à un fragile fil d'espoir. Le taxi a filé dans la nuit pluvieuse, les lampadaires vacillant à travers les vitres, projetant des ombres vives sur le visage décharné et creusé de maman, ses yeux encore embrumés d'une peur persistante. Je l'ai serré plus fort et j'ai chuchoté, « C'est bon, maman. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Tout va bien se passer. » Elle n'a pas répondu, a juste fait un léger signe de tête et a posé sa tête sur mon épaule. Mon cœur était suspendu entre la terreur et la culpabilité. La terreur d'être peut-être déjà trop tard. La culpabilité de l'avoir laissée dans cette maison pendant 5 longues années. Au Japon, je m'étais tué au travail, soudant de l'acier au milieu de la fumée, de la poussière et d'un bruit assourdissant, pensant qu'envoyer de l'argent à la maison suffisait à la mettre à l'aise. Assez pour compenser mon absence. Et maintenant, elle avait été maltraitée, empoisonnée, et moi, son fils aîné, je n'avais rien su. Chaque fois que l'image de Carla la frappant ou de Colin trouvant des excuses me revenait en mémoire, mon sang bouillait. Je ne leur pardonnerai jamais. Mais d'abord, je devais sauver maman. Le taxi a freiné brusquement devant l'entrée des urgences. Les néons brillaient d'un blanc éclatant sous la pluie. Je l'ai porté à l'intérieur et j'ai crié, « Docteur, s'il vous plaît, aidez ma mère. Elle vient de s'effondrer. » Des infirmières se sont précipitées avec un fauteuil roulant et l'ont emmenée aux urgences. L'une d'elles m'a arrêté à la porte. Cette nuit-là, l'hôpital bourdonnait de machines et de l'odeur âcre de désinfectant, mais je l'ai à peine remarqué. Les médecins ont fait des examens complets, des prises de sang, des radiographies. Je suis resté assis devant la salle, brûlant d'anxiété. Chaque minute semblait un siècle. Je n'arrêtais pas de penser au bon vieux temps. Mathilda, la femme forte qui avait élevé mon frère et moi seul après la mort de papa dans un accident d'usine. Elle travaillait à l'usine textile, rentrait épuisée, mais cuisinait toujours avec le sourire et nous racontait des contes de fées. Mes garçons vont devenir quelqu'un, disait-elle. Maintenant, elle gisait là, frêle comme une feuille morte, à cause de son plus jeune fils et de sa femme. J'ai serré les poings, des larmes coulant silencieusement sur mes joues. Pourquoi la vie était-elle si cruelle? Finalement, le médecin est sorti, le visage grave, tenant les résultats des tests. Vous êtes le fils de Mathilda, n'est-ce pas? Nous avons les résultats. Je me suis levé, la voix tremblante. Docteur, comment va-t-elle? C'est grave? Il a soupiré lourdement. Elle est gravement épuisée et dénutrie. Son corps a été poussé bien au-delà de ses limites pendant longtemps. Cœur faible, carence nutritionnelle critique, complètement vidé. Mais ce n'est pas le pire. Ma poitrine s'est serrée en attendant la suite. Plus alarmant, son sang montre des niveaux résiduels élevés de sédatifs administrés en continu sur une longue période. Des médicaments qui ne sont pas appropriés pour les soins courants des personnes âgées. Ils suppriment le système nerveux, provoquent des pertes de mémoire et une fatigue prolongée. Je me suis figé, les oreilles bourdonnantes, chaque mot me tranchant comme une lame. Des sédatifs. Il l'avait forcée à prendre du poison pour la contrôler. Le médecin a continué sans détour. Si cela avait continué beaucoup plus longtemps, elle aurait pu subir des dommages neurologiques permanents, voire des complications mortelles, un coma, une défaillance de plusieurs organes. Vous l'avez amenée juste à temps. Je me suis effondré sur une chaise, la tête me tournant. Je l'avais laissée dans cette maison pendant 5 ans, envoyé de l'argent, fait des appels vidéo, mais je n'étais jamais revenu, jamais vérifié. J'étais le coupable. J'avais aveuglément fait confiance à Colin. Le regret m'a submergé comme un raz-de-marée. J'ai enfoui mon visage dans mes mains et j'ai sangloté en silence. C'est de ma faute. Je suis tellement désolé, maman. Le médecin a posé une main sur mon épaule. Ce qui compte maintenant, c'est le traitement. Nous la garderons hospitalisée pour surveillance et rétablissement, perfusion, nutrition, et l'arrêt complet des sédatifs. J'ai hoché la tête, en essuyant mes yeux. Oui. Faites tout ce qu'il faut. Je resterai ici et je prendrai soin d'elle. S'il vous plaît, ne parlez qu'à moi de tout. Dans les jours qui ont suivi, maman est restée dans une chambre d'hôpital d'un blanc austère, le bip régulier du moniteur cardiaque remplissant le silence.
Grâce aux perfusions, aux vitamines, à une nutrition adéquate et à l'arrêt complet des sédatifs, Mathilda a lentement commencé à retrouver sa lucidité. Ses yeux n'étaient plus vides. Une étincelle de conscience est revenue. Elle m'a regardé et a esquissé un faible sourire. « Paul, tu es vraiment revenu. » J'ai pris sa main, la voix étranglée par l'émotion. « Oui, maman. Je suis là maintenant. Remets-toi, d'accord ?» Elle a recommencé à reconnaître clairement les gens, à parler de manière cohérente, n'étant plus hébétée comme le premier jour où je l'ai trouvée dans la cuisine sombre. Elle a posé des questions sur les infirmières, les médecins, et a même évoqué des souvenirs. Je me souviens de la nuit où tu es parti pour le Japon. J'ai pleuré toute la nuit. Chaque mot guérissait quelque chose en moi, mais me rappelait aussi la douleur qu'elle avait endurée. Je n'ai jamais quitté son chevet. Je me suis occupé de chaque repas, de chaque sieste, de chaque petite chose. Le matin, je lui lavais le visage et lui donnais à la cuillère du porridge nutritif. Allez, maman. C'est bon. L'après-midi, je lui racontais des histoires drôles du Japon pour la faire rire. La nuit, je restais assis, lui tenant la main pendant qu'elle dormait, écoutant sa respiration régulière. Dans les nuits calmes de l'hôpital, avec seulement la pluie tapant à la fenêtre, je me demandais ce que Colin et Carla faisaient maintenant. Maman devenait plus forte de jour en jour. La couleur revenait sur sa peau. Ses mains ont cessé de trembler. Le médecin l'a examinée et a souri. Excellent progrès. Plus aucune trace des médicaments dans son système. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais le poids dans mon cœur est resté. Pourquoi avait-elle dû souffrir comme ça? Un après-midi ensoleillé, une lumière dorée filtrait par la fenêtre, réchauffant la pièce. J'ai demandé doucement, « Maman, pourquoi les as-tu laissés te traiter de cette façon? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Mathilda m'a regardé, les yeux se remplissant soudainement de larmes, puis a éclaté en sanglots déchirants, tout son corps tremblant comme si elle libérait des années de douleur refoulées. Elle a pleuré bruyamment, les larmes trempant l'oreiller, s'agrippant à ma main. Mon fils, il me contrôlait. J'avais si peur. Je l'ai tenu dans mes bras, lui caressant le dos. Raconte-moi tout, maman. C'est fini maintenant. Quand elle s'est finalement calmée, elle a essuyé ses yeux et a commencé, la voix tremblante, chaque mot me transperçant jusqu'au cœur. Elle m'a raconté que quelque temps après mon départ pour le Japon, Colin et Carla sont venus demander à rester, juste temporairement. Ils traversaient une période difficile. Parce qu'elle aimait son fils, elle a accepté avec joie, pensant que ce serait agréable d'avoir la famille autour. Au début, ils étaient attentionnés. Carla cuisinait. Colin réparait des choses dans la maison. Maman était ravie. Je pensais qu'ils avaient changé. Mais en quelques mois, leur vrai visage est apparu. Ils ont pris possession de la maison comme si c'était la leur, l'ont forcée à faire toutes les corvées et la surveillaient à chaque heure. Ils disaient, une vieille femme a besoin de rester occupée pour rester en bonne santé. Mais en réalité, ils me faisaient nettoyer et cuisiner du matin au soir, a-t-elle dit, s'étouffant. Ils lui interdisaient de sortir. C'est dangereux, maman. Ils ont progressivement coupé le contact avec les voisins en installant des caméras et en verrouillant les portes. Puis ils ont commencé à lui donner des vitamines pour le cerveau pour te garder vive. Elle les a prises au début, pensant qu'elles étaient inoffensives. Mais bientôt, son esprit est devenu brumeux, son corps faible, sa mémoire fragmentée. Elle a oublié les noms, les dates, tout. Quand elle a essayé de refuser les pilules, ils l'ont forcée et menacée. Si tu n'obéis pas, on te mettra dans une maison de retraite, et ces endroits sont un enfer. Terrifiée et acculée, elle a obéi jusqu'au jour de mon retour. Ça fait si mal, fils, mais j'ai enduré pour que tu puisses travailler en paix. J'ai demandé pourquoi elle ne m'avait jamais appelé. Elle a secoué la tête. Je ne sais pas comment utiliser le téléphone correctement et Colin le contrôlait, me l'a enlevé. Si j'essayais de t'appeler de mon propre chef, il me laissait sans manger pendant des jours. Juste de l'eau, pas de nourriture. Elle a raconté une fois où elle avait secrètement essayé de m'appeler. Carla la surprise, lui a arraché le téléphone et a crié « Tu veux mourir de faim ». Ils l'ont enfermée dans sa chambre pendant 2 jours jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse presque de faim. En entendant tout cela, j'ai serré sa main si fort que ça faisait mal. Ma poitrine écrasée par la douleur, la rage et une culpabilité brûlante. Comment ose-t-il? Colin, mon propre frère, mon sang, a torturé notre mère comme ça.
Je l'ai tenu fort. Je suis tellement désolé, maman. Je vais arranger ça. Elle m'a caressé les cheveux. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi, Paul. Son histoire a ouvert un abîme noir. Ils ne l'avaient pas seulement maltraité physiquement. Ils avaient empoisonné son esprit et l'avaient complètement isolé. Je comprenais maintenant ses appels vidéo, son silence, ses yeux détournés. Ils étaient assis juste là, à la regarder. La fureur a déferlé en moi, mêlée à une froide détermination. Quel était leur mobile? L'argent? La maison? Je le découvrirais. Mais d'abord, maman devait retrouver toutes ses forces. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vécu dans un état de chaos total, comme piégé à l'intérieur d'un tourbillon sans issue. Le jour, je m'asseyais au chevet de maman, souriant, discutant avec elle, lui donnant du porridge nutritif à la cuillère, racontant des histoires drôles du Japon. Comme la fois où j'ai failli tomber de l'échafaudage par grand vent, ou le meilleur sushi que j'ai jamais mangé. Mais dans ma tête, tout était une tempête. J'étais déchiré entre une rage aveugle qui me donnait envie de retourner à l'ancienne maison, de frapper Colin en plein visage et de crier « espèce d'ordure » et des remords sans fin. Comment avais-je pu être si aveuglément confiant? Pendant 5 années entières, j'ai envoyé de l'argent fidèlement, $1000 chaque mois, pensant que c'était suffisant pour assurer le confort de maman, assez pour compenser mon absence. En réalité, je l'avais abandonné, laissé seul face à 2 monstres portant les masques de fils et de belle-fille. Chaque nuit, allongé sur le canapé dur de la chambre d'hôpital, je me retournais, hanté par l'image de maman se faisant frapper sur le sol de la cuisine, mêlé au souvenir de son visage souriant le jour de mon départ pour le Japon. Prends soin de toi, fils. Je t'attendrai. C'était de ma faute. Si j'étais rentré plus tôt, si j'avais vérifié plus attentivement, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne comprenais pas pourquoi Colin et Carla pouvaient traiter notre mère avec une telle cruauté, ni quel était leur véritable objectif. Que pouvaient-ils bien vouloir d'une gentille vieille femme? L'argent que j'envoyais, la petite maison que j'avais achetée pour elle avec ma propre sueur et mon sang. Cette pensée me glaçait les veines comme une main invisible m'étouffant. Le sentiment qu'un complot bien plus vaste se cachait derrière tout cela ne me laissait pas en paix. Je ne pouvais pas simplement attendre que maman se rétablisse sans rien faire. L'angoisse me rongeait comme le tic-tac d'une bombe à retardement. Je me suis soudain souvenu d'un vieil ami du lycée qui avait un jour mentionné un détective privé capable de déterrer n'importe quel secret. Le lendemain matin, pendant que maman dormait profondément après sa perfusion, je me suis éclipsé de l'hôpital et j'ai appelé Daniel. Je lui ai demandé s'il connaissait un détective privé de confiance. Paul, sois prudent, a dit Daniel, la voix inquiète. Mais j'en connais un bon, Jacques Aron. Spécialisé dans les affaires familiales et le suivi financier. Je t'envoie son numéro. J'ai appelé Jacques immédiatement, la voix tremblante en lui donnant la version courte. Mon frère et sa femme ont maltraité ma mère. J'ai besoin qu'on les surveille. Jacques a écouté calmement. Je comprends, monsieur Paul. Je surveillerai chaque mouvement du couple. Maison, travail, finances. $500 par jour, mais je garantis des résultats. J'ai accepté sur le champ et j'ai viré l'avance, le cœur battant comme si j'attendais un verdict. C'était la première étape. Je ne les laisserai plus se promener librement. Quelques jours plus tard, Jacques m'a contacté par un appel crypté, la voix basse. Paul, j'ai des informations extrêmement graves, assez pour prouver leur véritable mobile. Retrouve-moi au café près de l'hôpital. Mon cœur martelait dans ma poitrine. J'ai dit à maman, je vais juste chercher à manger. Puis je me suis précipité dehors sous une légère bruine qui rendait l'air encore plus lourd. Dans le petit café, Jacques était assis dans un coin sombre avec un dossier épais. Il l'a fait glisser sur la table. J'ai un enregistrement audio de leur salon pendant que Colin et Carla parlaient. J'ai placé un dispositif d'écoute légale par la fenêtre. Vous l'avez autorisé. J'ai mis les écouteurs, appuyé sur lecture, et mon monde s'est effondré. La voix stridente de Carla. Il faut se dépêcher et finir de transférer le titre de propriété de la maison à notre nom, Colin. Paul est de retour. Les choses pourraient s'effondrer s'il reste trop longtemps. Colin, anxieux. Je sais. Demain, je contacterai notre notaire habituel. Ce type approuvera tout sans discuter. La procuration falsifiée de maman est toujours valide. Juste quelques signatures de plus et c'est fait.
Carla insistant. Finis ça vite. Je ne vais pas perdre cette maison. Les virements d'argent de Paul sont presque épuisés. Nous devons vendre la maison pour avoir du capital. L'enregistrement s'est terminé sur le rire, comme s'ils discutaient d'une affaire commerciale au lieu de voler la maison de leur propre mère. Je suis resté figé, les oreilles bourdonnantes, les mains tremblantes autour des écouteurs. Transférer le titre de propriété. Procuration falsifiée. Il prévoyait de s'emparer de la maison même que j'avais achetée avec des années de sang et de sueur pour que maman puisse vivre ses jours en paix. Jacques a continué gravement. Ce n'est pas tout. J'ai aussi découvert que le compte d'épargne au nom de Mathilda a été systématiquement vidé sur une longue période. Tous les retraits ont été effectués par Colin en utilisant la procuration falsifiée. J'ai accédé au système bancaire. Voici les relevés. Il a poussé des pages denses de chiffres. Le solde correspondait exactement à l'argent que j'avais viré à la maison chaque mois pendant 5 ans. Plus de 60 000 $, maintenant presque entièrement disparus. Il ne restait que quelques centaines. Le relevé montrait que l'argent avait été dépensé en jeux d'argent, en shopping de luxe, en vacances, en vêtements de marque, en remboursement de dettes de jeux dans les casinos locaux et en dépenses personnelles pour eux deux. Les transactions comprenaient 5 000 $ à un usurier, 2 000 $ pour une bague en diamant pour Carla, même des billets de concert chers. J'ai tenu le dossier et je suis devenu insensible, les larmes brouillant ma vision. Je n'avais jamais imaginé qu'il ne faisait pas que voler l'argent que j'envoyais. Il détruisait délibérément la santé de maman, la droguant jusqu'à la stupeur pour qu'elle ne puisse pas résister, l'isolant pour que personne n'interfère. Tout pour tout s'emparer. Maintenant, tout avait un sens. Forcer les sédatifs, contrôler chacun de ses mouvements, la couper du monde. Ce n'était pas de la cruauté au hasard. C'était un plan calculé depuis le début pour la dépouiller de ses biens. Ils ont emménagé en prétendant s'occuper d'elle, l'ont progressivement transformée en esclave, ont vidé le compte en banque et se sont préparés à transférer la maison. Si je n'étais pas revenu à ce moment-là, elle aurait été abandonnée dans une maison de retraite ou pire, tuée lentement par les médicaments, et ils s'en seraient sortis avec tout. La douleur, la rage et la culpabilité m'ont submergé comme un raz-de-marée. Je suis resté assis dans ce café, serrant le dossier jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, les larmes coulant sur mon visage. Comment Colin avait-il pu faire ça? Mon petit frère, qui sanglotait dans mes bras à la mort de papa. Maintenant, il avait vendu notre mère pour de l'argent. Au milieu du chaos, une chose est devenue limpide. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Si je m'arrêtais maintenant, maman resterait une victime pour toujours et des gens comme eux continueraient à détruire les autres. J'ai essuyé mes larmes et j'ai dit fermement, merci, Jacques. Je vous engage pour étendre l'enquête. Creuser plus profondément dans les transactions bancaires. Retracer les documents falsifiés et tous leurs contacts avec le bureau du notaire. Jacques a hoché la tête. C'est fait, mais soyez extrêmement prudent. Les animaux acculés paniquent et attaquent. J'ai hoché la tête en retour. Après cela, j'ai tranquillement préparé le reste moi-même. J'ai appelé la banque pour vérifier les relevés, sauvegarder chaque document, photographier chaque pièce à conviction que j'avais, chaque minuscule fragment sauvegardé pour la confrontation à venir. Pour la première fois depuis mon retour, la douleur et la fureur en moi ont été rejointes par quelque chose de plus froid et d'incassable. La résolution. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Ils paieraient par la prison, en perdant tout ce qu'ils avaient volé à ma mère. Je suis retourné à l'hôpital. Maman dormait paisiblement sous la faible lumière jaune. Je me suis assis au chevet de son lit, j'ai pris sa main fine dans la mienne et j'ai chuchoté, « Je te protégerai. Cette fois, personne ne te fera plus jamais de mal. » Dehors, la nuit était profonde et silencieuse. Dans ma tête, chaque maillon d'un plan s'imbriquait tranquillement, silencieux, tendu, comme une tempête massive qui rassemble ses forces avant d'éclater. Après avoir rassemblé tous les documents du détective, j'ai apporté le dossier entier à Daniel Harper, un ami proche de l'université qui est maintenant avocat spécialisé en droit pénal et civil. Daniel est grand, porte des lunettes épaisses et est toujours aussi calme qu'un roc. Mais quand je lui ai fait un bref résumé au téléphone, sa voix est devenue très sérieuse. « Paul, viens à mon bureau tout de suite. » Ce n'est pas une blague. Son bureau se trouvait au centre-ville, une petite pièce bien rangée, bordée de livres de droit et imprégnée de l'odeur de café noir fort. Je suis entré en serrant le lourd dossier, la sueur perlant sur mon front malgré le temps frais. « Daniel, regarde ça.
Mon propre frère. Ils ont torturé ma mère pour de l'argent. Il s'est assis et a commencé à feuilleter page après page. Enregistrement, relevé bancaire, photo de Colin rencontrant le notaire. Son visage a progressivement pâli, ses sourcils se fronçant de plus en plus. Je me suis assis en face de lui, le cœur battant, les mains jointes si fort que mes jointures sont devenues blanches. Le lourd silence s'est prolongé pendant près d'une demi-heure. Finalement, il a parlé, la voix basse. Paul, les preuves initiales que tu as sont assez solides. L'enregistrement montre clairement l'intention de s'emparer de la maison. Les relevés bancaires prouvent les retraits illégaux, mais soyons clairs. Ce n'est toujours pas suffisant pour que je me sente confiant de porter plainte ou de garantir une victoire au tribunal. Il m'a regardé droit dans les yeux et a continué sans détour. L'enregistrement peut être attaqué comme une atteinte à la vie privée. Les relevés bancaires ont besoin d'une certification officielle de la banque pour être recevables. Quant à la maltraitance et à la médication forcée, le seul témoignage de ta mère ne suffit pas. Nous avons besoin de témoins indépendants. Des voisins, des médecins ou des tiers qui ont directement vu ce qui s'est passé. Je me suis figé, puis j'ai hoché la tête. Daniel avait raison. Je ne pouvais pas précipiter les choses. Je devais rendre le dossier en béton pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Il m'a tapé sur l'épaule. Commence à recueillir les témoignages des voisins. Je te dirai exactement comment les enregistrer légalement. En même temps, continue de faire enquêter le détective privé sur les sédatifs. Nous devons relier tous les points pour prouver l'intention. J'ai quitté son bureau le cœur lourd mais plus déterminé que jamais. De retour à l'hôpital, maman a demandé « Où es-tu allé, fils ?» J'ai souri. Juste voir un vieil ami, maman. Le jour même, j'ai commencé à recueillir moi-même plus de preuves. En commençant par les voisins autour de la maison que j'avais achetée pour maman. C'est une rue de banlieue calme avec des bungalows similaires. La plupart des résidents sont âgés et connaissaient maman depuis des années. Je me souvenais comment elle apportait des biscuits à Madame Smith d'un accent grave côté. Comment Monsieur Johnson tondait sa pelouse pour elle. Maintenant, j'avais besoin qu'il témoigne. Ce n'était pas facile au début. Je suis allé dans le quartier et je me suis garé à une distance de sécurité pour que Colin et Carla, qui y vivaient toujours, probablement paniqués parce que maman avait disparu, ne me repèrent pas. D'abord, j'ai frappé à la porte de Madame Smith. C'est une veuve de 70 ans qui s'assoit souvent sur son porche pour tricoter. « Bonjour, madame. Je suis Paul, le fils de Mathilda. » Elle m'a regardé à travers ses épaisses lunettes, les yeux méfiants. « Oui, je me souviens de vous. Que voulez-vous, jeune homme ?» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai expliqué brièvement. Maman est à l'hôpital, épuisée et blessée parce que Colin et Carla l'ont maltraitée. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous avez vu pour que nous puissions obtenir justice. Elle est restée silencieuse un moment, regardant la rue, puis a soupiré. Entrez. Je suis tellement désolé pour Mathilda. Sa voix tremblait en parlant. J'entendais des cris de votre maison tout le temps. Carla hurlant sur Mathilda, la traitant d'inutile. Plusieurs fois, j'ai vu votre mère pousser à terre juste dans la cour avant, pleurant, mais trop effrayée pour appeler à l'aide. J'ai tout noté, le cœur brisé. Ma mère forte, poussée à terre comme ça. Madame Smith a signé la déclaration, mes yeux brûlaient de larmes. Ensuite, c'était M. Johnson, un charpentier à la retraite et costaud. Au début, il était réticent. Je ne veux pas me mêler des affaires de famille. Mais quand je lui ai montré une photo de maman allongée dans un lit d'hôpital, n'ayant que la peau sur les os, des perfusions dans les bras, son expression a changé. Il a poussé un lourd soupir. Seigneur, Mathilda est la femme la plus gentille. Puis il m'a raconté lentement. Plusieurs nuits, j'ai entendu des cris. Colin hurlant, nettoie le sol. Ne sois pas paresseuse. Une autre fois, j'ai personnellement vu Carla la pousser si fort qu'elle est tombée quand Mathilda a renversé de l'eau. Elle est restée là à pleurer, effrayée de se relever. Il a donné des comptes rendus détaillés, a signé la déclaration et a même offert son numéro de téléphone pour vérification. Je l'ai remercié, le pouce accélérant. C'étaient des témoins indépendants. Puis M. Ramirez, qui a des caméras de sécurité couvrant tout le pâté de maison, a fourni des images montrant Carla enfermant maman dehors sur le porche une nuit pluvieuse pendant 2 heures comme punition pour ne pas avoir bien passé la serpillière.
Maman était assise, grelottant dans une chemise fine, tandis que Carla souriait narquoisement de l'intérieur. Cette vidéo m'a glacé jusqu'aux os. Prends-la, a dit Ramirez. Je déteste la maltraitance des personnes âgées. Chaque témoignage était une autre pièce du puzzle, rendant l'image plus claire et plus douloureuse. Pourquoi personne ne l'avait aidé plus tôt? Je m'en suis voulu mais j'ai continué, marchant sur un fil de nerfs. En même temps, le détective privé Jacques continuait de retracer les sédatifs que maman avait été forcée de prendre. Je l'ai appelé, Jacques, concentre-toi sur les médicaments. J'ai besoin de la source et de savoir qui les a achetés. Quelques jours plus tard, il m'a rappelé, excité. Je l'ai, Paul. Carla achetait régulièrement les médicaments dans une clinique clandestine. Le médecin là-bas n'a pas de licence appropriée. Toutes les transactions en espèces, pas de reçu, complètement hors des registres. Il a envoyé des photos et une vidéo clandestine. Carla entrant dans la clinique, en sortant avec des sacs de pilules, des centaines de benzodiazépines à haute dose sur plusieurs mois, très addictive et connue pour causer un déclin cognitif. Combiné au propre témoignage de maman, cela prouvait que les médicaments étaient administrés délibérément et systématiquement, non pas pour un traitement, mais pour la garder docile et incapable de résister à la signature de papier. Jacques a dit, c'est une preuve indépendante solide. Vous pouvez les accuser d'administration illégale de médicaments. Quand j'ai finalement tout eu, les déclarations des voisins, les images de sécurité, les preuves sur les médicaments, l'enregistrement original et les relevés bancaires, j'ai ramené le dossier complet à Daniel pour un examen juridique final. Son bureau ressemblait à une salle de guerre, des papiers partout. Après avoir tout examiné, il a levé les yeux, brillant. Paul, tu as fait un travail incroyable. Des voisins indépendants, une vidéo claire de la maltraitance, des preuves de médicaments prouvant l'intention, la fraude bancaire, l'enregistrement combiné. C'est du solide, fraude, vol de biens, maltraitance de personnes âgées, usage illégal de drogue. J'ai expiré, toujours nerveux. Tu es sûr? Ils nieront tout. Daniel a souri. Comment peuvent-ils nier des preuves physiques? Je déposerai la plainte pénale au nom de ta mère et je soumettrai l'ensemble du dossier à la police et au bureau du procureur. Nous avons rédigé la plainte ensemble. J'ai signé au nom de maman avec une procuration, le cœur battant la chamade. Le jour où nous l'avons déposé, il pleuvait à verse comme si le ciel lui-même lavait les ténèbres. Daniel m'a conduit au siège de la police, la mallette étanche sur mes genoux. L'officier de réception a examiné le dossier, le visage devenant grave. C'est très sérieux. Nous ouvrons une enquête immédiatement. À partir de ce moment, ce n'était plus seulement une tragédie familiale. C'était officiellement devenu une affaire criminelle. Je suis sorti sous la pluie, l'eau me fouettant le visage, mais pour la première fois, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'anticipation électrique. Colin et Carla seraient convoqués. Ils paniqueraient. De retour à l'hôpital, maman m'a regardé et a demandé, « Es-tu heureux, fils ?» Je l'ai serré fort dans mes bras. « Oui, maman. Tout va bien se passer. » Mais à l'intérieur, la tempête montait. La justice arrivait, et je les verrais tomber. Puis le jour est enfin arrivé. Les autorités ont officiellement convoqué Colin et Carla au poste de police pour interrogatoire concernant la maltraitance de Mathilda, l'appropriation illégale de biens et l'administration illégale de sédatifs. Daniel m'a appelé. Ils ont reçu la convocation. La première séance est demain matin. Tu n'as pas besoin d'être là. Laisse la police s'en occuper. Mais je ne pouvais pas rester assis à attendre. Je suis allé discrètement au poste, je me suis tenu sous un arbre dégoulinant sous la pluie fine et j'ai observé de loin. Colin et Carla sont arrivés dans cette vieille voiture déglinguée. Celle que nous avions achetée ensemble des années auparavant. Quand ils sont sortis, ils étaient tous les deux blêmes. Carla serrait son sac à main si fort que ses jointures sont devenues blanches. Colin gardait la tête baissée comme un condamné. Ils ont disparu dans le bâtiment gris et j'ai imaginé la scène à l'intérieur. Une salle d'interrogatoire froide, des néons crus, des détectives assis en face d'eux avec une épaisse pile de preuves. Dès la première séance, ils ont paniqué, se sont contredits, on nié, on menti. Daniel me l'a dit plus tard de ses sources. Colin a affirmé, je ne faisais que m'occuper de maman, je ne l'ai jamais maltraitée. Carla a insisté, c'était juste des vitamines, pas des sédatifs. Ils ont tout nié, mais les vidéos et les relevés bancaires les ont fait bafouiller. J'imaginais Colin,
le frère qui se pavanait autrefois, tremblant maintenant lorsqu'on lui demandait « Pourquoi avez-vous vidé le compte d'épargne de votre mère ?» Et Carla, la femme à la langue acérée, réduite à murmurer « Je ne sais rien ». Un mélange de tension et de satisfaction sinistre me parcourait. Ils avaient peur. Ils réalisaient enfin que le filet se refermait. Après avoir quitté le poste, Colin et Carla ont compris que la situation était complètement hors de contrôle et que les poursuites étaient maintenant bien réelles. Ils ne riaient plus, ne plaisantaient plus. Ils sont rentrés chez eux en panique. Jacques le détective privé observait toujours et a rapporté, il se crie dessus. Carla a hurlé, tu m'as entraîné là-dedans. Colin cassait des objets. Ils ont essayé d'engager des avocats, mais les preuves étaient si accablantes que personne ne voulait de l'affaire. La terreur brute les a engloutis. Ils savaient qu'il n'y avait pas d'échappatoire. L'enregistrement révélait clairement leur plan de voler la maison. Les images de sécurité montraient maman enfermée dehors sous la pluie. Les relevés bancaires prouvaient le vol. Les témoignages des voisins étaient irréfutables. Je suis resté à l'hôpital pour m'occuper de maman, mais mon sang bouillait. La justice se rapprochait. Maman l'a senti et a demandé, « Qu'est-ce qui t'inquiète, Paul ?» J'ai secoué la tête. Rien, maman. Juste le travail. Puis, sous l'emprise d'une peur absolue, ils se sont présentés à l'hôpital, pour la première fois depuis des lustres. Ils sont apparus devant Mathilda, l'air brisé, hagard et désespéré. C'était en fin d'après-midi. La pluie avait cessé. Une faible lumière du soleil filtrait par la fenêtre. Je donnais du porridge à maman quand la porte s'est ouverte. Ils sont entrés. Colin, décharné, des cernes sous les yeux, le maquillage de Carla coulé, les vêtements froissés. Ils se sont tenus figés près de la porte, effrayés de s'approcher. Colin a murmuré, « Maman, Paul, on est venu te voir. » Maman s'est figée, la cuillère dans sa main a tremblé, ce regard de peur familier est revenu dans ses yeux, les souvenirs de la maltraitance refaisant surface. Je me suis levé et je me suis planté devant le lit, la voix glaciale. « Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Ne l'avez-vous pas assez entendu ?» Ils ont échangé des regards. Puis Colin est tombé à genoux, les larmes coulant à flots. « Maman, je suis désolé. C'est entièrement de ma faute. » Il a sangloté, suppliant maman de lui pardonner, blâmant les dettes, le désespoir, l'influence de Carla, la suppliant de retirer la plainte. « Maman, j'étais noyé sous les dettes de jeu. J'ai paniqué. Carla m'a poussé, a dit que nous devions prendre ton argent pour les rembourser. J'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Retire la plainte. Je ne veux pas aller en prison. » Il a gémi, s'agrippant au cadre du lit, l'air absolument pathétique. Carla s'est agenouillée à côté de lui, la voix tremblante. « Maman, j'ai eu tort. J'étais avide. Mais je le regrette maintenant. Donne-nous une issue, s'il te plaît. Nous jurons de rembourser chaque centime. De quitter la maison. De disparaître de ta vie pour toujours. Ne nous envoie pas en prison. Aie pitié. » Elle a pleuré, les larmes roulant sur ses joues. Mais je pouvais voir la fausseté, ses yeux fuyants, toujours en train de jouer la comédie. Je me tenais au-dessus d'eux et je les ai vus clairement pour ce qu'ils étaient. Plus d'arrogance, juste une peur nue. Colin, qui m'avait un jour serré dans ses bras si présomptueusement à la porte d'entrée, rampait maintenant comme un chien mouillé. Carla, qui avait frappé ma mère sur le sol de la cuisine, suppliait maintenant à genoux. Mon cœur me faisait mal. C'était ma propre chair et mon sang, mais aussi mon ennemi. Je n'ai pas pu me retenir. Ma voix était calme alors que j'énumérais chaque crime. Vous pensez que je ne sais pas tout? J'ai des preuves de tout. Vidéo de toi enfermant maman dehors sous la pluie, Carla. Toi la frappant quand elle s'est évanouie. Chaque dollar que j'ai envoyé à la maison. Vous l'avez vidé pour le jeu et le shopping. Chaque pilule de sédatif que tu lui as fait avaler, Colin, pour lui faire signer de faux documents et voler sa maison. Vous alliez vendre sa maison pour payer vos dettes. Ils ont baissé la tête, incapables de me regarder dans les yeux. Colin pouvait à peine parler. J'ai crié, avouez. Avouez ce que vous lui avez fait. Pour la première fois, sans plus aucune possibilité de mentir, Colin a tout avoué. La cupidité, les dettes de jeu écrasantes, les incitations de Carla, la drogue forcée pour que maman signe la fausse procuration,
le projet de vendre la maison. D'accord, je l'avoue. J'ai volé l'argent que tu as envoyé. J'étais noyé sous les dettes. Carla m'a convaincu de droguer maman pour qu'elle signe des papiers. Nous allions transférer la maison et la vendre. J'ai eu tort. Carla a hoché la tête en sanglotant. J'étais avide aussi. Je l'ai dépensé en vêtements, en voyage. Ils ont baissé la tête de honte. Toute arrogance avait disparu. Je les ai regardés, la rage bouillonnant, mais la douleur me tordant de l'intérieur. C'était mon petit frère, maintenant un étranger. En entendant leur confession complète, maman a tout compris. Elle tremblait, les larmes coulant sans fin. La douleur de ce qu'ils avaient fait était encore vive, mais l'amour d'une mère la rendait incapable de supporter de voir son fils en prison. Elle a sangloté, caressant les cheveux de Colin. « Mon enfant, pourquoi m'as-tu fait ça ? Ça m'a fait si mal. » Puis elle m'a regardé, la voix frêle. « Paul, je ne peux pas le supporter. Donne-leur une chance, mon fils. » Je me suis farouchement opposé. « Non, maman. Ils ont failli te tuer, tout voler, essayer de prendre ta maison. Ils doivent faire face à la loi. » Mais elle a secoué la tête, les larmes coulant. « Je sais, mais Colin est toujours mon fils. Je ne peux pas le voir aller en prison. Donne-leur une chance de recommencer. À condition qu'ils quittent la maison immédiatement, remboursent chaque dollar qu'ils ont pris et disparaissent de ma vie pour toujours. » Elle s'est tournée vers eux, la voix faible mais ferme, « Promettez-moi, remboursez l'argent et partez. Ne revenez jamais. » Après une longue lutte intérieure, par respect pour les souhaits de ma mère, j'ai accepté de retirer la plainte pénale alors que l'affaire était encore au stade de la vérification préliminaire. Daniel a averti, « Tu es sûr ? Retirer la plainte maintenant arrête l'affaire, mais s'ils rompent l'accord, tu peux la redéposer. » J'ai hoché lourdement la tête. J'honore la décision de maman. Nous avons contacté la police, retiré la plainte, et Colin et Carla ont signé un engagement juridiquement contraignant de rembourser l'intégralité des 60 000 $ en plusieurs fois et de quitter la maison dans la semaine. Pour l'instant, ils échappaient aux poursuites pénales. Ils ont quitté l'hôpital avec une gratitude feinte, Colin serrant maman une dernière fois dans ses bras, Carla forçant un sourire. « Merci, maman. » Paul. Mais j'ai vu la vérité dans leurs yeux. Pas de remords réels, seulement un soulagement temporaire. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte, un pressentiment désagréable me rongeant. Tiendrait-il parole ou nous trahirait-il à nouveau? La pluie a recommencé à tomber, comme pour avertir que la tempête était loin d'être terminée. Quelques jours plus tard, une fois que maman s'était complètement rétablie et que les médecins avaient confirmé qu'elle était prête à sortir, je l'ai ramenée à l'ancienne maison pour qu'elle puisse se reposer et reprendre des forces. C'était une belle matinée. La lumière dorée du soleil filtrait à travers les arbres. Une douce brise portait l'odeur de la terre humide après la pluie. J'ai conduit lentement. Maman était assise à côté de moi, regardant par la fenêtre, sa main tenant fermement la mienne. « Paul, le jardin m'a tellement manqué. Je vais replanter des fleurs. » J'ai souri. « Bien sûr, maman. Je t'aiderai. À partir de maintenant, je reste ici avec toi. » Plus de Japon. Elle m'a caressé les cheveux, la voix chaleureuse. « Mon garçon a bien grandi, mais tu es toujours le même petit enfant pour moi. » Mon cœur s'est réchauffé, mais une légère ombre de malaise persistait. Pourquoi Colin était-il resté complètement silencieux? Pas d'appel, pas de message. Ils avaient promis de rembourser l'argent en plusieurs fois, mais jusqu'à présent, seuls les premiers 10 000 $ étaient arrivés. Et le reste, je me suis dit. Ils ont peur de la prison. Ils tiendront parole. La voiture a tourné dans la rue familière. Les arbres bruissaient des deux côtés et la maison est apparue au bout de la route. Puis je me suis figé. Mon cœur a cogné contre mes côtes. J'étais certain que Colin et Carla avaient déjà déménagé. Mais au moment où la voiture a tourné le coin, une pancarte rouge vif, à vendre, accrochée au portail en fer m'a arrêté net pendant plusieurs secondes. Le panneau rouge éclatant avec des lettres blanches grasses se balançait doucement dans la brise. À vendre. Contactez ce numéro. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que quelqu'un me l'écrasait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils vendent la maison, ai-je chuchoté, ralentissant, les yeux rivés sur la pancarte. Maman l'a remarqué aussi. Sa voix tremblait. Paul, pourquoi y a-t-il une pancarte à vendre?
Je me suis garé un peu plus loin, essayant de rester calme, bien que mes mains tremblent légèrement sur le volant. Des inconnus entraient et sortaient de la cour, mesurant, prenant des photos, discutant bruyamment comme si ce n'était plus la maison de maman. Un homme en costume tenait un presse-papier et montrait le porche du doigt. Rénover cette partie. Ajouter un garage. 2 autres photographiaient l'arrière-cour en riant. Super emplacement, parfait pour les fleurs. Mon cœur s'est arrêté. C'était la maison de maman. L'endroit où elle plantait des fleurs, préparait les repas, où j'ai grandi. Comment osait-il? Je suis sorti de la voiture, hébété, et je me suis approché. Quand j'ai demandé ce qui se passait, l'homme en costume m'a regardé nonchalamment. Le titre de propriété de cette maison a été transféré il y a quelque temps. Nous sommes une société immobilière. Nous l'avons acheté à un jeune couple, Colin et Carla. Je pense qu'ils l'ont vendu rapidement. Bon prix. Le nouveau propriétaire prend des mesures pour des rénovations, pour en faire un petit bureau. Les mots « le titre de propriété a été transféré » m'ont frappé comme un coup de foudre. Mes oreilles bourdonnaient. Mon esprit est devenu vide. Mes jambes ont failli me lâcher. Transféré? Ils avaient promis de quitter la maison et de rembourser l'argent, mais ils l'ont vendue. C'était une trahison. Je me suis appuyé contre le portail, haletant. L'image d'eux agenouillés à l'hôpital, suppliant pour obtenir pitié, m'est revenue en mémoire. Faux sourire, larmes de crocodile. Ils avaient exploité la gentillesse de maman pour obtenir les dernières signatures. Maman est sortie de la voiture derrière moi. Son visage était d'une pâleur mortelle, les yeux écarquillés d'horreur. « Paul, ils ont vendu notre maison », a-t-elle chuchoté en s'agrippant à mon bras. J'ai immédiatement essayé d'appeler Colin, numéro déconnecté. Carla, pas de réponse. Tous les contacts bloqués. Facebook, email, tout. L'angoisse m'a inondé comme un raz-de-marée. J'ai appelé Daniel, presque en criant, la voix brisée, « Daniel. Ils ont vendu la maison. Le titre a été transféré. Qu'est-ce qu'on fait? Maman. Maman est en train de s'effondrer. » Daniel est resté calme. Paul, respire. Je vérifie le bureau du cadastre tout de suite. Quelques minutes plus tard, il a rappelé. Voix grave. Confirmé. La maison a été transférée en utilisant des documents falsifiés alors que Mathilda était encore sous l'influence des sédatifs. Sa capacité mentale était altérée à ce moment-là. Les signatures ont été faites quand elle était droguée et non légalement compétente. Ils ont utilisé la fausse procuration pour accélérer les choses. À cet instant, j'ai compris. Au moment où ils se sont agenouillés et ont supplié pour obtenir le pardon, ils avaient déjà planifié cette trahison finale. Ils ont rampé pour que maman s'adoucisse, retire la plainte et leur donne juste assez de temps pour transférer le titre avant que la police ne creuse plus profondément. Ils savaient qu'elle n'était pas mentalement compétente à cause des médicaments même qu'ils lui avaient fait prendre pour contester cela. Maman s'est effondrée par terre devant le portail en apprenant la nouvelle. Son visage était cendré, ses yeux vides alors que la pleine réalisation la frappait. Elle avait personnellement donné à ces traîtres leur dernière chance. Elle s'est assise lourdement sur le trottoir, se tenant la poitrine, sanglotant sans bruit. Je leur ai fait confiance. J'ai eu tort, Paul. Notre maison a disparu, n'est-ce pas? Je me suis agenouillé et je l'ai tenue dans mes bras, les larmes coulant sur mon visage. Maman, je suis désolé. Je vais récupérer la maison. Je te le jure. Mais la douleur était insupportable. Elle avait déjà tellement souffert, et maintenant ce coup final. J'ai serré les poings, la rage, l'agonie et une culpabilité écrasante me déchirant. C'était de ma faute. Je m'étais opposé au retrait de la plainte, mais j'avais respecté son souhait. Je leur avais donné l'ouverture. Si j'avais tenu bon, la maison serait toujours la sienne. À ce moment-là, je savais avec certitude. Colin et Carla n'avaient jamais eu l'intention de changer. Ils ont seulement utilisé la pitié de maman pour commettre un dernier vol. Ils ont supplié pour obtenir le pardon afin de gagner du temps, ont vendu la maison, ont pris l'argent et ont disparu. Ce pressentiment désagréable était devenu une réalité brutale, me poignardant droit au cœur. J'ai aidé maman à remonter dans la voiture. Elle s'est appuyée sur moi, pleurant tout le long du trajet jusqu'à un hôtel. Nous n'avions plus de maison.
J'ai dit à Daniel de le signaler immédiatement à la police. Daniel, ils ont commis une fraude. Ils ont falsifié le transfert. Il a répondu, déjà dessus, Paul. C'est un crime bien plus grave maintenant. Falsification de documents et vol de biens à grande échelle. Debout devant la maison qui avait abrité maman pendant sa vieillesse, regardant des étrangers mesurer et planifier tandis que la pancarte, à vendre, se balançait au vent, j'ai finalement compris. La vraie guerre ne faisait que commencer. J'ai regardé la maison une dernière fois. C'était la guerre, et je n'arrêterai pas tant qu'ils n'auraient pas payé le prix. Les heures qui ont suivi ont été un véritable enfer. J'ai emmené maman séjourner temporairement dans l'ancienne maison familiale d'un parent. Mathilda gisait sur le lit, les yeux rouges et gonflés, murmurant encore et encore, j'ai eu tort, Paul. Je n'aurais jamais dû leur pardonner. Je la serrais fort et j'essayais de la réconforter, ce n'est pas de ta faute, maman. C'est la mienne. Je récupérerai tout. Je te le promets. Mais à l'intérieur, je brûlais. La rage et la culpabilité me déchiraient. Pourquoi l'avais-je laissé me convaincre de retirer la plainte? Pourquoi n'avais-je pas tenu bon depuis le début? Daniel a travaillé vite. Il a préparé une nouvelle plainte pénale avec les preuves supplémentaires, les documents de transfert de titres falsifiés, la vente frauduleuse de la maison, et l'a déposé auprès de la police. L'officier qui l'a reçu avait l'air grave. C'est une grosse affaire, monsieur Paul. L'épargne volée plus la valeur de la maison s'élève à des centaines de milliers de dollars. Des signes clairs de crime organisé, de falsification, de fuite d'actifs. En quelques jours, des mandats d'arrêt fédéraux ont été émis. Les photos de Colin et Carla ont été affichées partout. Aéroports, gares routières, même les nouvelles télévisées locales. Recherché, fraude, vol de biens, maltraitance de personnes âgées. Le titre rouge clignotait à l'écran. J'ai regardé la télévision, le cœur tordu. Mon petit frère, maintenant un criminel recherché au niveau national. Ce sentiment de malaise que j'avais eu à l'hôpital s'était réalisé. Mais je ne ressentais aucun soulagement, seulement de la douleur. La douleur que la famille soit brisée. La douleur que maman doive endurer encore un autre coup. Les jours d'attente de nouvelles étaient une torture. Tension constante et remords. Je m'occupais de maman le jour, essayant de la faire sourire, cuisinant du porridge nutritif, l'emmenant pour de longues promenades dans le parc voisin, lui racontant des histoires sur les après-midi d'autrefois où elle m'apprenait à cuisiner dans notre cuisine. Le plus grand tourment concernait Colin, ma propre chair et mon sang. Quand nous étions enfants, nous partagions une chambre. Je lui racontais des histoires de fantômes, et il se blottissait contre moi de peur. La première fois qu'il a été harcelé à l'école, je me suis battu avec les autres garçons. Je suis rentré couvert de bleu. Maman m'a grondé, mais il m'a serré dans ses bras et a chuchoté, merci. Maintenant, il avait tout trahi, vendu la maison de maman et s'était enfui avec l'argent. Comment avait-il autant changé? Dette de jeu, cupidité. Chaque nuit, je restais éveillé, les souvenirs tourbillonnants, Colin souriant quand j'envoyais de l'argent à la maison, sans jamais savoir qu'il l'utilisait pour payer des usuriers. J'appelais Daniel tous les jours. Des nouvelles? Il répondait toujours, il les traque, Paul. Reste calme. Mais comment pouvais-je rester calme? Le suspense était insupportable, comme attendre qu'une bombe explose. Où se cachait-il? Que faisait-il avec l'argent de la maison de maman? Après des semaines à retracer les transactions financières, les caméras de circulation et les témoignages, la police a finalement réduit leur emplacement. Daniel me tenait au courant. Ils ont suivi l'argent de la vente de la maison jusqu'à un nouveau compte ouvert sous de faux noms dans un état voisin. Les caméras d'autoroute ont filmé leur voiture au péage. Un employé de motel a signalé un jeune couple qui se disputait toujours, disant qu'ils étaient en fuite. J'imaginais la salle de guerre de la police. Cartes, photos, équipes se coordonnant. C'était comme un film policier, mais c'était la vie réelle et la victime était ma mère. Finalement, après 3 semaines angoissantes, Daniel a appelé à minuit. Paul, ils ont été attrapés. L'arrestation a eu lieu à l'aube. Ils étaient dans un motel délabré, déjà en train de faire leurs valises pour fuir vers un autre état. Les rapports de police ont révélé plus tard les détails. Le SWAT a fait irruption à 4 heures du matin alors qu'ils dormaient encore. Valise prête près de la porte. Carla a crié. Colin a essayé de s'enfuir mais a été plaqué au sol et menotté.
Vous êtes en état d'arrestation pour fraude et vol de biens, a crié l'officier. Les photos d'identité judiciaire se sont répandues dans les nouvelles. Colin, mal rasé et les yeux hagards. Carla, débraillée, plus du tout glamour. Le jour où j'ai appris leur arrestation, je n'ai ressenti aucun soulagement, seulement un vide froid et creux. Je me suis assis à côté de maman. Daniel a appelé pour confirmer. Ils sont en garde à vue, Paul. L'affaire est entièrement rouverte. Maman a pleuré. Mon fils, pourquoi en est-on arrivé là? Je l'ai tenu dans mes bras, mais mon cœur était insensible. Pas de joie, pas de triomphe, juste le vide. Colin était mon frère. Maintenant, il était prisonnier. La trahison faisait trop mal, comme une blessure qui ne guérirait jamais. Je me suis souvenu du jour de la mort de papa. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, pleurant, tandis que maman chuchotait, prenez soin l'un de l'autre. C'était parti pour toujours. La justice était venue, mais la famille était brisée au-delà de toute réparation. L'enquête a été rouverte dans son intégralité. Chaque crime maltraité Mathilda, l'a forcé à prendre des sédatifs, falsifier des documents, vider le compte d'épargne, vendre la maison et s'enfuir a été ajouté aux accusations. La police a fouillé le motel et a trouvé des papiers falsifiés et plus de 200 000 $ en espèces provenant de la vente de la maison, cachés dans leurs bagages. Les interrogatoires, combinés aux anciennes preuves images de sécurité de maman enfermée dehors, la conversation enregistrée sur le vol de la maison, les relevés bancaires, les témoignages des voisins, les dossiers de médicaments de la clinique louche n'ont laissé aucune place au déni. Daniel a aidé. Ta mère a donné une déclaration détaillée, Paul. Ils ne peuvent pas s'en sortir. L'enquête a duré 2 mois. Le dossier était énorme. L'acte d'accusation était clair, fraude organisée, maltraitance de personnes âgées, administration illégale de médicaments, fuite d'actifs. J'ai suivi chaque étape, les nerfs à vif, attendant le procès, le moment où la vérité serait enfin dévoilée. Le procès a eu lieu quelques mois plus tard. Maman et moi y avons assisté en tant que victimes, faisant face à Colin et Carla pour la première fois depuis leur arrestation. La salle d'audience était bondée, reporters, spectateurs, l'air épais de l'odeur de vieux bois et de papier. J'ai aidé maman à s'asseoir sur le banc des victimes. Elle était assise, tremblante, les yeux fixés sur le sol. Colin et Carla ont été amenés, portant des uniformes de prison et des menottes. Colin, la tête baissée, décharné, mal rasé. Carla, les cheveux en une queue de cheval en désordre, le visage creusé, sans maquillage. Je les ai regardés droit dans les yeux. Mon cœur me faisait mal. Mon frère ressemblait maintenant à un étranger, un ennemi. Le procès a commencé. Le procureur a lu les chefs d'accusation. Les accusés Colin Rowe et Carla Rowe sont accusés de fraude organisée, vol de biens, falsification de documents, maltraitance de personnes âgées, administration illégale de sédatifs et fuite avec des actifs volés suite à la vente illégale de la maison de la victime. Colin a gardé la tête baissée tout le temps, à peine capable de parler, murmurant seulement « j'ai eu tort » lorsqu'on l'interrogeait. Carla a essayé de rejeter la faute. Je n'étais pas le cerveau. J'ai juste suivi mon mari. Ces pilules étaient des compléments. Mais chaque pièce à conviction a écrasé ses mensonges. Les relevés bancaires montrant 60 000 $ vidés. La conversation enregistrée sur le transfert de la maison. Les témoignages des voisins sur la maltraitance. La vidéo de maman enfermée dehors sous la pluie. Les ordonnances de médicaments falsifiés. Leur avocat a plaidé, mes clients sont pleins de remords et demandent la clémence. Le procureur a répliqué, plein de remords? Après avoir vendu la maison et fui l'État? Des témoins ont pris la parole. Madame Smith a raconté les cris. Monsieur Ramirez a montré la vidéo. Maman a pleuré en décrivant comment on l'avait forcée à prendre les médicaments. Les preuves se sont accumulées comme une montagne. Le juge a prononcé la sentence. Colin Rowe, 18 ans d'emprisonnement pour fraude organisée, falsification, maltraitance de personnes âgées et fuite d'actifs. Carla Rowe, 22 ans d'emprisonnement pour avoir orchestré la maltraitance, l'administration forcée illégale de sédatifs, la falsification de documents notariés et la complicité de vol. Le marteau est tombé. La voix du juge a résonné. Les accusés ont exploité la confiance familiale et ont systématiquement tourmenté la victime à des fins financières. Peine telle que prononcée. Le tribunal a annulé la vente de la maison en raison de la falsification,
a ordonné la restitution intégrale de l'épargne volée et le produit de la vente illégale à restituer à Mathilda, et a saisi tous les actifs connexes, l'argent du motel, les comptes bancaires, même leur voiture pour faire appliquer le remboursement. À la fin du procès, j'ai aidé tranquillement maman à sortir de la salle d'audience. Pour la première fois depuis des années, elle marchait lentement mais avec une légèreté, comme si un énorme fardeau avait enfin été enlevé de sa vie. Elle s'est appuyée sur moi et a chuchoté, « C'est fini, fils. Je suis si fatigué. » Je l'ai tenue près de moi, les larmes coulant. « Oui, maman. Rentrons à la maison nous reposer. » Quelques mois après le procès, j'ai visité la prison à la demande de Colin. Une lettre était arrivée, d'une écriture tremblante. « Paul, je veux te voir une dernière fois. » J'ai hésité, mais maman a dit, « Vas-y, fils. Écoute ce qu'il a à dire. » La prison était loin, de hauts murs, du fil barbelé, un air froid. Je me suis assis dans la salle des visites, le cœur en émoi. Pourquoi se rencontrer? Que restait-il à dire? Derrière la vitre se trouvait l'homme qui était autrefois mon petit frère. Maigre, usé, dans un uniforme gris, les cheveux coupés courts, les yeux cernés de fatigue. Il a pris le téléphone, la tête baissée, et a admis chaque erreur. Il m'a supplié de prendre soin de maman pour le reste de sa vie. Paul, j'ai eu tort. La cupidité et les dettes m'ont englouti. Carla m'a poussé, mais c'était de ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi même si je ne le mérite pas, prends soin de maman pour moi. Je regrette tout. Il a pleuré, essuyant ses larmes sur la vitre qui nous séparait. Je l'ai regardé longtemps. La haine avait disparu. La haine ne fait qu'épuiser, mais le pardon était impossible. Les blessures étaient trop profondes. J'ai parlé lentement, chaque mot lourd. Colin, as-tu la moindre idée de combien maman a souffert à cause de toi? Je serai là pour elle jusqu'à son dernier jour. Mais pas pour toi. Tu as perdu ce droit au moment où tu l'as trahi. Je me suis levé, je me suis retourné et je suis sorti de la prison. En moi, il n'y avait ni rage, ni chagrin bruyant, seulement une douleur profonde et silencieuse. J'ai compris une chose clairement. Certaines fissures dans une famille, peu importe comment la loi clôt l'affaire, ne peuvent jamais être réparées. Elles restent brisées pour toujours. 2 semaines après le procès, j'ai emmené maman loin de la vieille ville, un endroit désormais rempli de trop de souvenirs douloureux. Pour commencer une vie complètement nouvelle. Cette ville avec ses rues familières et l'ancienne maison, maintenant saisie et en attente de l'exécution du jugement, ressemblait à un fantôme qui ne cessait de nous hanter. Chaque coin était un rappel, le portail en fer avec ses caméras de surveillance, la cuisine où maman avait été frappée, le salon où ils avaient contrôlé chacun de ses regards. « Maman, il est temps de partir », ai-je dit fermement, en l'aidant à emballer les quelques affaires personnelles que nous avions encore de l'hôtel temporaire. Elle a hoché la tête, les yeux rouges. « Je ne veux plus rester ici. Il y a eu trop de souffrance. » Nous sommes montés dans la voiture et avons roulé vers le sud, loin de la ville industrielle bruyante, vers une ville côtière tranquille. J'avais vendu quelques affaires que je possédais encore au Japon et j'ai combiné cela avec l'argent récupéré grâce au jugement du tribunal, plus de 60 000 $ du compte d'épargne, plus la valeur totale de la maison vendue illégalement pour assurer notre avenir. Maman était assise à côté de moi, regardant par la fenêtre, tenant fermement ma main. Paul, j'ai peur de recommencer à zéro. J'ai caressé sa main. C'est bon, maman. Je suis là maintenant. Nous aurons une nouvelle maison, une nouvelle vie. À l'intérieur, j'étais nerveux aussi. Oublierait-elle un jour? L'oublierais-je? J'ai acheté une petite maison paisible près de l'océan. Rien de luxueux, mais rempli de la lumière du soleil et du calme dont maman avait été privée pendant tant d'années. Je l'ai trouvé en ligne. Un bungalow en bois blanc avec une large cour avant de sable blanc doux à quelques centaines de mètres de la plage. Seulement 2 chambres, une petite cuisine, mais de grandes fenêtres qui accueillaient la lumière du matin et le son apaisant constant des vagues, jour et nuit. Au début, Mathilda sursautait encore la nuit, tressaillait encore au son d'inconnus. Mais chaque jour qui passait, la panique dans ses yeux s'estompait lentement. La nuit, elle se réveillait parfois et appelait, « Paul, où es-tu » Je me précipitais et la prenais dans mes bras. « Je suis juste là, maman. Rendors-toi. » Elle pleurait. J'ai rêvé que Colin me frappait. Je lui frottais le dos, le cœur serré. « C'est fini, maman. Maintenant, il n'y a que toi et moi. »
Progressivement, le son de l'océan est devenu le propre sédatif de la nature. Elle dormait plus profondément, se réveillait moins souvent. Je l'ai emmenée à des séances de thérapie régulières et à de la rééducation physique. Petit à petit, l'aidant à retrouver un rythme de vie normal. La psychologue de la ville voisine, une gentille femme d'âge moyen, a écouté maman déverser les années de contrôle, de médication forcée et de trahison. « Vous êtes très forte, Madame Mathilda », a dit le médecin après la première séance. Maman a pleuré, mais s'est lentement ouverte. J'ai peur de mon propre fils, pourtant je l'aime encore. J'attendais dehors, anxieux. Guérirait-elle un jour? En même temps, je l'ai remise en mouvement. Des promenades matinales sur la plage, respirant l'air salin, mangeant des fruits de mer frais. Son corps frêle a commencé à se remplumer. La couleur est revenue sur sa peau. Ses mains ont cessé de trembler quand elle tenait un verre. Un après-midi, elle a dit en souriant. Un vrai sourire. Paul, je me sens plus forte maintenant. Je l'ai serré fort dans mes bras. C'est tout ce dont j'ai besoin, maman. Te voir comme ça fait que tout en valait la peine. Mathilda a recommencé à planter des fleurs sur le porche avant, à cuisiner des repas simples, et pour la première fois depuis des années, je l'ai vue rire sans crainte. Elle a acheté des graines de roses au marché local, s'est agenouillée dans la terre, les mains encore un peu instables, et les a plantées. Je ferai un jardin aussi beau que l'ancien. J'ai aidé à creuser, à arroser et à regarder les pousses vertes apparaître. La cuisine sentait la soupe de poisson qu'elle préparait à l'ancienne, simple mais chaleureuse. Mange, fils. Maman l'a cuisinée comme avant. Elle a souri, les rides autour de ses yeux s'adoucissant, n'étant plus tendues par l'angoisse. En la regardant, mon cœur s'est rempli. C'était la lumière après toute l'obscurité. J'ai décidé de retourner au travail que j'aimais, mais cette fois non pas comme une fuite. Je voulais construire un véritable avenir stable pour nous. Au Japon, je n'avais travaillé que pour envoyer de l'argent à la maison, fuyant la vraie responsabilité. Maintenant, j'ai trouvé du travail localement, soudeur dans un chantier de réparation navale près de la côte. Le salaire n'était pas élevé, mais c'était suffisant. Et surtout, je rentrais tous les soirs, je dînais avec maman et je lui racontais ma journée. L'avenir semblait stable. J'ai économisé pour acheter un peu plus de terrain, peut-être ouvrir un petit atelier un jour, et prendre soin d'elle jusqu'à la fin. Mon cœur était plus calme, bien que les souvenirs soient restés, servant maintenant de carburant pour me garder fort. Certains soirs, nous nous asseyions ensemble sur le porche, regardant le coucher de soleil peindre la mer en rouge, les vagues chuchotant sans fin. J'ai repensé à tout le voyage, du moment où je me suis tenu devant l'ancien portail jusqu'au jour où je les ai affrontés au tribunal. Mon âme s'est apaisée. J'ai réalisé que la douleur la plus profonde n'était pas la perte d'argent ou de la maison, mais la trahison de la confiance par mon propre sang. L'argent peut être récupéré. Une maison peut être reprise, mais la confiance en Colin, mon petit frère, était brisée pour toujours. J'ai cru un jour que la famille était incassable. Maintenant, je sais que la trahison de l'intérieur blesse 100 fois plus. Pourtant, j'ai aussi compris ceci, si je n'étais pas rentré ce jour-là, si je n'avais pas osé affronter la vérité, maman n'aurait peut-être jamais eu ces années paisibles. Si j'étais retourné directement au Japon comme prévu, elle serait probablement morte lentement des médicaments, la maison perdue, et personne n'aurait jamais su. Rentrer à la maison, même si ça faisait mal, était le bon choix. En regardant Mathilda arroser tranquillement ses fleurs chaque matin, je réalise que la justice ne vient pas toujours rapidement. Mais quand on continue à marcher jusqu'au bout, elle trouve toujours un chemin. Elle arrose les roses sous le soleil du matin, souriant pour elle-même, redécouvrant qui elle est. La justice, à travers les détectives, les preuves et le tribunal, était lente mais certaine, comme l'océan qui use la pierre. J'ai appris que la cupidité peut transformer un être cher en monstre, mais l'amour et la prise de conscience peuvent tirer une personne du bord des ténèbres. La cupidité de Colin a fait de lui un monstre. Mon amour et l'amour de maman l'ont sauvé. La prise de conscience, reconnaître les signes avant-coureurs, était la clé et la leçon la plus difficile. Ne jamais laisser le sort de ceux que vous aimez à une confiance aveugle, car le mal peut parfois porter le masque de la famille. La compassion est noble, mais mal placée, elle peut devenir le couteau qui blesse celui qui la ressent. Maman leur a pardonné, et ils ont utilisé cette pitié pour vendre sa maison. La confiance aveugle a failli la tuer. Mon conseil à quiconque lit ceci, prenez vraiment soin de vos parents vieillissants, non seulement avec de l'argent,
mais avec votre présence et votre écoute. Quand quelque chose semble anormal, ne restez pas silencieux et n'endurez pas. Et ne retardez pas la vérité. Chaque jour que vous attendez peut être un jour que vous ne pourrez jamais récupérer. J'ai envoyé de l'argent, mais je ne suis pas rentré. Je n'ai pas vraiment écouté. Et j'ai failli la perdre. Prendre soin signifie être là, appeler souvent, rendre visite. C'est la leçon que j'ai payée par la douleur. Je ferme ce chapitre non pas avec de la haine, mais avec une promesse silencieuse à moi-même. À partir de ce jour, je ne laisserai plus jamais personne faire de mal à ma mère. Je la regarde arroser les fleurs et je murmure le vœu, maman, je serai toujours là. Je n'ai plus de haine pour Colin. Il paie déjà le prix. Il n'y a que la paix et la joie tranquille d'être à ses côtés. Le voyage se termine, mais la leçon dure pour toujours.